À l'époque de Cléopâtre, l'Égypte n'est plus aussi puissante que lors des règnes de Khéops ou de Toutankhamon. L'Égypte est en train de perdre progressivement son statut de royaume indépendant pour rentrer dans le giron romain. Initiée par son père, Ptolémée XII, elle comprend très jeune que sans Rome, l'Égypte n'est rien. Elle va s'imprégner des arcanes du pouvoir et de ses finesses, tout en cultivant sa double culture dont elle est issue. Cléopâtre a vraiment cette capacité à jouer sur tous les tableaux. Elle a très bien assimilé son héritage égyptien et son héritage grec. Il est évident qu'elle a bénéficié de cet environnement culturel et même scientifique de très haut niveau. Sans le savoir, elle se forme à devenir une véritable guerrière politique. Cette femme de pouvoir a encore de nombreux secrets à nous révéler. Cléopâtre se place réellement dans la tradition égyptienne quand elle s'identifie à Isis. Les pharaons sont toujours très liés au monde du divin et en s'identifiant à Isis, elle n'est plus seulement reine, mais elle est reine et déesse sur la terre égyptienne. Isis est l'une des divinités les plus populaires du panthéon égyptien. Une manière pour la reine d'asseoir son autorité sur l'ensemble du pays. Elle représente la puissance féminine, la maternité, mais aussi la légitimité dynastique. D'ailleurs, Isis était une déesse de la royauté. Son nom, Iset en égyptien, veut dire le trône. La rivalité commence tout de suite entre eux. Le peuple égyptien a rapidement dû faire un choix. Il devait se dire, nous pouvons choisir d'être fidèles à Cléopâtre ou à son frère. Cléopâtre n'accepterait jamais que son petit frère, sans expérience, règne avec elle sur l'Égypte. Ptolémée XIII n'a certainement pas les outils intellectuels pour gouverner, et puis d'autre part, il est quelque part écrasé par la personnalité de sa grande sœur. Cléopâtre veut le pouvoir pour elle, et donc elle veut véritablement régner et maintenir son frère à l'écart. Chacun doit composer avec l'autre, mais en réalité, tous les coups sont permis. Et Cléopâtre a une idée en tête. Encore très récemment, nous n'avions aucun témoignage des premières années de son règne. Jusqu'à ce que les archéologues découvrent un papyrus qu'ils ont appelé le papyrus de Cléopâtre, car il serait signé de sa main. Un document exceptionnel, soigneusement conservé au Neues Museum de Berlin, permet de mettre en lumière le véritable visage de Cléopâtre. Un trésor pour le papyrologue Marius Gerhardt. Ici, on peut lire clairement les noms de ceux qui ont émis ce décret. Il s'agit de la reine Cléopâtre et du pharaon Ptolémée XIII, Basileus Kai Basileses. Ptolémée XIII, un frère qu'elle va écarter à la moindre occasion. Cléopâtre a essayé assez rapidement d'exercer un pouvoir absolu. Mais conformément au testament de son père, elle a dû s'entendre avec les conseillers de son frère, encore mineur, et gouverner avec lui. Cette alliance s'est brièvement rompue un an plus tard. La guerre entre Cléopâtre et son frère Ptolémée XIII va plonger le pays dans une période de grande instabilité. À cet instant, en Égypte, il y a un pharaon de trop. Cléopâtre prend la fuite à ce moment-là, elle quitte Alexandrie rapidement pour aller se réfugier à la frontière orientale du royaume, parce qu'elle sait évidemment qu'elle est directement menacée, accusée de complot, de tentative d'assassinat contre son frère. Si elle est capturée, évidemment, c'est la mort. Cléopâtre a clandestinement quitté l'Égypte pour échapper aux tentatives d'assassinat de son frère. Elle va devoir quitter le territoire de l'Égypte, elle part en Coïlée-Syrie, elle part sur la côte syrienne, sans doute à Ascalon, où elle va reconstituer ses forces. La reine connaît la puissance militaire de son frère. Elle a besoin de protection si elle veut retourner dans son propre pays, et plus particulièrement à Alexandrie, la capitale.
Mais ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est retirer le pouvoir à son frère. Pour cela, elle n'a qu'une solution, le tuer. L'esprit de Cléopâtre, c'est de revenir avec une armée constituée pour battre militairement son frère. Elle a de nombreux soutiens, mais Ptolémée XIII est entouré de ministres et de conseillers influents. À première vue, le destin de Cléopâtre semble scellé. Mais la reine va élaborer une stratégie. Cléopâtre et Ptolémée XIII veulent chacun tirer avantage des tensions présentes dans le bassin méditerranéen. Mais le jeune pharaon va commettre une erreur irréparable. Il souhaite obtenir la bienveillance de César, l'homme le plus puissant de Rome. Pour cela, il fait décapiter son plus grand ennemi, Pompée. Sa tête est envoyée à César, qui ne peut s'empêcher d'avoir évidemment un mouvement d'horreur en voyant la tête de son adversaire, et qui finalement n'a pas accueilli cette nouvelle aussi bien que le roi d'Égypte aurait voulu. Ce cadeau d'un goût douteux va très vite se retourner contre lui. Colère homérique de Jules César. Comment ce petit nain égyptien a osé lever la main sur un Romain, a osé tuer un supérieur, un homme romain, et a osé le priver, lui, de sa victoire. Parce que c'est ça, le drame de Jules César. Il voulait sa victoire sur Pompée, il voulait pas qu'on lui offre la tête de Pompée sur un plateau. Et ça va nourrir une haine farouche de Jules César contre le jeune Ptolémée XIII. Cléopâtre va se servir de l'erreur de son frère et renverser la situation à son avantage. Elle va profiter de l'animosité de César envers Ptolémée XIII pour tenter de reconquérir le trône. La déesse porte traditionnellement une coiffe constituée du disque solaire de Ré, le père d'Isis, placée entre les longues cornes de la vache d'Hathor, la déesse mère. Derrière se trouvent deux hautes plumes de la coiffe d'Amon de Thèbes, dieu protecteur de la royauté égyptienne. Cléopâtre ne prend pas seulement l'identité d'Isis, elle va également s'octroyer un surnom pour être plus proche du peuple. Cléopâtre s'appelait évidemment Cléopâtre, mais elle avait également un autre nom. Elle se faisait appeler Philopatrice, qui en grec signifie « qui aime son pays ». Elle profitait de son nom. Cela montrait aux Égyptiens qu'ils étaient sa priorité. C'est donc un message très puissant qu'elle envoie à son peuple. Peu à peu, Cléopâtre renforce ses traits d'égyptienne pour être encore plus légitime face au peuple. Mais elle veut à tout prix rencontrer César. Pour y parvenir, elle va user d'un brillant stratagème. Cléopâtre a clairement vu une opportunité de conclure une alliance avec Jules César. Elle se rend compte que le vent tourne et elle fait clairement le pari que César va finir par être victorieux. Elle a besoin de son soutien contre son frère. Elle tente alors le tout pour le tout. Il lui faut rentrer dans le palais alors que le palais est encerclé par les troupes de son frère, donc il faut trouver un subterfuge. C'est par une ruse qu'elle entre dans Alexandrie. Elle revient incognito dans une barque. L'objectif de Cléopâtre, c'est d'atteindre les quartiers royaux d'Alexandrie sans être repérée par son frère, car il pourrait la tuer. Elle voyage donc de nuit et parvient à entrer dans la tente de César. Elle ferait livrer un cadeau à Jules César. Un tapis dans lequel elle se serait enroulée. Jules César, qui a déjà une cinquantaine d'années, qui n'est pas un petit débutant ni dans le monde de la guerre ni dans le monde de la séduction, découvre cette ravissante jeune fille de 18-20 ans qui sort du tapis. Les textes anciens parlent évidemment de son charme, de sa beauté, mais il parle également de sa voix, une voix très mélodieuse, une voix qui savait jouer sur plusieurs tons, et elle aurait vraiment également, par la mélodie de sa voix, séduit César. L'audace de l'ingénieuse Cléopâtre ne laisse pas le dirigeant romain indifférent. Il a immédiatement été attiré. Sa voix, son apparence, mais également son intelligence l'ont séduit.
C'est toute la stratégie de Cléopâtre. C'est de créer un lien intime avec celui qui est le détenteur de l'impérium de la puissance romaine. Cléopâtre a désormais l'appui de Rome pour gouverner. Sa stratégie a fonctionné. Jules César va aller voir Ptolémée XIII et lui dire, en substance, écoute mon petit, tu es bien gentil, mais ton père l'a voulu, c'est Cléopâtre la reine d'Égypte, c'est pas toi tout seul. Et évidemment, Ptolémée XIII ne va pas se laisser faire. Et Jules César dit, c'est très bien, mais puisque c'est comme ça, faisons la guerre. En janvier 47 avant notre ère, ils reçoivent des renforts et contre-attaquent. On va avoir vraiment le bloc romain et le bloc alexandrin qui vont s'opposer jusqu'à la fameuse bataille du Nil. Ptolémée XIII prend la fuite et tente d'embarquer sur un navire. Mais il n'y parviendra jamais. Ptolémée XIII se serait noyé dans le Nil. La mort de son frère annonce une nouvelle ère pour l'Égypte. Un tournant dans l'histoire de l'Antiquité qui va faire de Cléopâtre la femme la plus connue de l'humanité. Cléopâtre se sent donc intouchable. Elle est à Rome avec l'homme le plus puissant et compte bien profiter de son statut en terrain ami. Il y a sans doute dans ce voyage vers Rome une fonction de plaisir, de découverte pour Cléopâtre, mais il y a aussi renforcer les liens avec César et puis essayer d'obtenir quelque chose pour la future carte géopolitique du bassin oriental de la Méditerranée. Mais à cette époque, Cléopâtre est aussi à Rome car elle a une idée en tête. Récupérer l'île de Chypre qui appartenait auparavant à l'Égypte. La reine va vite se rendre compte qu'une partie des Romains désapprouve sa présence dans la cité. Ils pensent que son influence sur Jules César lui donnerait des velléités d'être roi. On a le témoignage de Cicéron qui écrit explicitement « Je hais la reine ». Donc elle suscite des réactions d'hostilité très fortes, justement parce que certains Romains, certains vieux Romains se demandent quel va être le devenir politique de cette union entre César et Cléopâtre, qui aurait une dimension, disons, internationale. Cléopâtre ne le sait pas encore, mais l'Antiquité va vivre un tournant de son histoire. César vient de s'auto-proclamer dictateur à vie. Une partie des sénateurs prend peur. Ils redoutent que César prenne davantage de pouvoir. Deux opposants, Cassius et Brutus, accompagnés d'une vingtaine de magistrats, fomentent son assassinat. Rapidement, Jules César est encerclé par un groupe. Et soudain, l'un d'entre eux sort une arme. Il y a le premier assassin qui lui porte un premier coup de couteau, et c'est en fait le signal de la, il faut bien dire ce qui est, une boucherie, puisque chaque conjuré, ils étaient une vingtaine, avait pour fonction, pour mission, de planter son poignard dans le corps de Jules César. Jules César, impuissant, se cache le visage alors que les lames le transpercent de toutes parts. L'amant de Cléopâtre vient de mourir. C'est une catastrophe pour Cléopâtre, elle perd son soutien, elle réfléchit très vite, donc elle va partir. Elle comprend que la situation va être intenable pour elle, elle s'enfuit véritablement. Cléopâtre se réfugie à Alexandrie dans son palais royal. Son sort et celui de l'Égypte tout entière dépend désormais de celui qui sera le nouvel homme fort de Rome. Elle est une reine d'une extraordinaire intelligence et a compris depuis le début qu'il lui fallait s'allier à des généraux romains pour asseoir son pouvoir. La relation que Cléopâtre entretient avec Rome est extrêmement complexe parce qu'elle doit en partie se soumettre pour conserver un maximum de liberté. Ça demande donc un sens de la stratégie et de la diplomatie extrêmement aigu. À Alexandrie, depuis la mort de son amant Jules César, elle s'est alliée à un autre Romain, le général Marc-Antoine.
La relation entre Cléopâtre et Marc-Antoine est basée sur deux formes d'alliance. La première est politique. Rome et l'Égypte protègent leurs intérêts mutuels. Mais bien sûr, il y a aussi cette alliance romantique entre eux. Ils se surnommaient les amants inimitables. Cela veut dire qu'ils nourrissaient un amour si grand et si remarquable qu'il ne pouvait être copié. C'est un couple qui est extrêmement soudé. Elle en tant que souveraine, lui en tant que général. Et c'est bien de ces deux personnes dont le pouvoir dépend. Les deux amants sont ambitieux. Ils partagent le goût du luxe et de la vie débridée. Mais ensemble, ils veulent aussi construire un nouvel empire. Car à la mort de Jules César en 44 avant notre ère, la République romaine est très vite divisée en deux territoires. Deux hommes se partagent le pouvoir. Marc-Antoine, l'amant et allié de Cléopâtre, règne sur l'Est, tandis qu'Octave s'est emparé de tout l'Ouest. C'est ce dernier Romain qui conduira Cléopâtre à sa perte. Il y avait une forte concurrence entre ces deux hommes. Et comme ces deux hommes voulaient finalement le pouvoir, eh bien, il était évident qu'à terme, l'un des deux devait disparaître. Octave commence à se sentir menacé par l'alliance entre Marc-Antoine et Cléopâtre à l'Est de la République romaine. Octave et Marc-Antoine ne se supportent plus et ils sont littéralement en train de se livrer un combat pour qui sera le dernier, le véritable héritier de Jules César. L'enjeu, c'est finalement le contrôle de l'ensemble de l'Empire romain. Octave est un homme ambitieux. Il veut gouverner seul. Né en 63 avant Jésus-Christ, celui qui deviendra l'empereur Auguste est le petit-neveu et le fils adoptif de Jules César. Il était très bon en politique et très bon en propagande. Il savait comment utiliser les hommes politiques. Il savait aussi comment attaquer l'ennemi. C'est quelqu'un qui, de toute façon, est intrinsèquement intelligent, qui comprend bien les rapports de force. Une des caractéristiques d'Octave, c'était qu'il n'agissait pas de façon instinctive ni de façon irraisonnée, qu'il prenait le temps pour décider. Et il est évident que ce sens tactique, cette stratégie politique lui a beaucoup servi. Octave a bien l'intention de se débarrasser de son ennemi juré, l'amant de Cléopâtre. Octave veut être le seul, le maître. D'autant plus qu'il craint la reconstitution d'une nouvelle dynastie en Égypte. Et il conteste la succession du prétendant au trône, celle de Césarion, le fils que Cléopâtre a eu avec Jules César. Cet enfant, c'est le trait d'union entre l'Égypte et Rome. C'est un véritable trésor aux yeux de sa mère car c'est un objet diplomatique, en plus d'être son fils qu'elle aime et qu'elle chérit particulièrement. Un enfant qui devrait être le futur pharaon, roi d'Égypte, mais qui pourrait aussi réclamer des droits sur la République romaine, puisqu'étant le seul fils biologique de Jules César, reconnu comme sa descendance. Octave, il était dans son intérêt non seulement de se débarrasser de Cléopâtre, mais aussi de se débarrasser de l'enfant de la reine, le véritable fils de Jules César, la seule personne qui pouvait être en mesure de lui enlever son accession à la position d'empereur romain, ce qu'il désirait plus que tout. Alors, pour éliminer Marc-Antoine, sans risquer un soulèvement du peuple, Octave va être plus malin. Et il va s'attaquer à Cléopâtre pour toucher son frère ennemi. La guerre est officiellement une guerre qui a été déclarée contre la seule Égypte et contre Cléopâtre. La propagande a voulu présenter cette guerre comme un conflit de Rome contre une puissance étrangère hostile, comme un conflit entre l'Occident et l'Orient. La propagande orchestrée pour diffamer la reine d'Égypte ayant fait son œuvre à Rome, Octave n'a pas de mal à justifier de déclarer la guerre à la sorcière d'Alexandrie. Il est malin, Octave, il ne veut pas d'une guerre fratricide, il y en a déjà eu tant. Non, il déclare la guerre à Cléopâtre. La confrontation est de courte durée. La quasi-totalité de la flotte égypto-romaine est détruite en quelques heures par les galères d'Octave. Ayant enduré beaucoup de pertes, en fin d'après-midi, la flotte de Cléopâtre arrive à se dégager et à gagner la pleine mer. C'est créé au centre du dispositif une brèche. Brèche dont a profité Cléopâtre et ses 60 vaisseaux pour finalement forcer le blocus. Voyant sa reine s'enfuir et constatant le désastre,
Marc-Antoine mobilise ses troupes pour suivre le mouvement. Se sont ajoutés 40 vaisseaux de Marc-Antoine qui ont réussi à fuir, ce qui fait une centaine de vaisseaux. Après avoir forcé le blocus, la stratégie de Cléopâtre et Marc-Antoine était de demander à leurs troupes terrestres de se replier en Macédoine, de façon à faire une nouvelle jonction plus loin et de reprendre la lutte. Mais une fois de plus, Marc-Antoine va être trahi. Et 7 jours après la bataille d'Actium, les troupes terrestres se sont livrées d'elles-mêmes, sans combat, à Auguste et à Agrippa. Et à ce moment-là, c'en était fait du sort de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Ils ont perdu l'essentiel de leur flotte, leurs alliés ont fait défection. C'est un désastre pour les deux amants. Abattus, Marc-Antoine et Cléopâtre décident de rejoindre Alexandrie à bord de leur navire. De retour en Égypte, Marc-Antoine se retire seul dans un petit palais qu'il s'est fait aménager dans les quartiers royaux. Marc-Antoine va d'abord vivre ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression. Il reste un moment éloigné de Cléopâtre, dans son camp, il rumine en permanence. C'est un homme perdu. Marc-Antoine comprend que maintenant, aux yeux de tous les Romains, il est considéré comme un Égyptien. D'ailleurs, il a été déclaré ennemi public. Donc c'est bien la preuve que Rome ne veut plus jamais de lui. Son histoire de politicien, de militaire, s'arrête là. Il y a plus de 2000 ans, Cléopâtre s'était fait construire une véritable forteresse, majestueuse, à la hauteur de son règne. Et c'est dans cette place forte qu'elle va vivre ses derniers jours. Sachant désormais leur fin proche, les deux amants, Marc-Antoine et Cléopâtre, vivent leurs ultimes moments dans le luxe à Alexandrie. Pourtant, ils vont, chacun à leur tour, et dans le plus grand secret, jouer leur va-tout pour avoir la vie sauve. La dernière année de la vie de Cléopâtre et de Marc-Antoine a été marquée par de la tension, des complots et des tentatives désespérées pour sauver leur situation. Les relations ne devaient pas être très simples entre les deux, parce que finalement, l'agenda de l'un et de l'autre différait. Marc-Antoine, lui, savait qu'il lui serait très difficile finalement d'avoir la vie sauve. Il avait d'ailleurs négocié secrètement avec Auguste. Malgré ses tentatives, Octave demeure intransigeant et reste sourd aux demandes de son rival. Cléopâtre a de son côté également son propre agenda. Cléopâtre était une stratège. C'était une personne pragmatique qui savait qu'elle devait se battre pour sauver l'Égypte. Elle a même essayé de faire une alliance avec Octave. En cachette, elle entame des négociations secrètes avec Octave. Sa stratégie est essentiellement de survivre. Elle va envoyer un message à Octave pour lui dire qu'elle va abdiquer du trône. Elle va perdre sa couronne, mais elle tente de sauver sa vie et celle de ses enfants. Le mieux qui pourrait lui arriver, c'est donc de rester à la tête de son pays en étant totalement vassalisée par Rome. C'est pour ça qu'elle se soumet à Octave en lui envoyant des bijoux et notamment, paraît-il, les attributs du pouvoir égyptien. Marc-Antoine est dans son propre palais et Cléopâtre enfermée dans son mausolée depuis lequel elle conspire. Elle s'enferme avec ses deux servantes, Iras et Charmion, et c'est depuis son mausolée qu'elle envoie un émissaire auprès d'Octave. La dernière reine d'Égypte va jouer son ultime carte, la séduction. Octave va lui rendre visite. On est en plein mois d'août, il fait très très chaud. Cléopâtre est à moitié nue. Et quand Octave entre dans la pièce, elle va se jeter aux pieds d'Octave. Elle tente peut-être de le séduire, mais il n'est pas du tout séduit. Il lui dit « Lève-toi, femme, va te remettre sur ta couche ». Elle n'a pas les moyens de séduire Octave, parce qu'Octave n'est pas un homme à femme, donc pas question de le mettre dans son lit. Mais Octave veut absolument empêcher que la reine se suicide. Il a bien l'intention de la garder vivante, car il a un plan en tête. Il s'est dit, je vais ramener Cléopâtre à Rome et je vais la faire défiler lors de mon triomphe. Je vais montrer à tout le monde que j'ai vaincu l'Égypte. Après toute la propagande qui s'est déchaînée contre Cléopâtre, la putain, la femme fatale, la sorcière, on imagine le succès qu'aurait obtenu Octave lors de son triomphe à Rome, traînant derrière son char cette femme immonde et décriée par la propagande. Octave est un homme impitoyable. C'est vraiment un serpent à sang froid.
S'il y a une chose que Cléopâtre ne pouvait absolument pas accepter, c'était d'être emmenée à Rome et d'être exhibée captive comme trophée d'Octave. Elle aurait préféré se donner la mort que de souffrir de l'ignominie d'être exhibée captive. Elle était très consciente de ce que cela aurait pu être, car c'était arrivé à sa sœur Arsinoé quand Cléopâtre et Jules César l'avaient battue. Alors qu'Octave veut capturer Cléopâtre vivante, il doit en revanche se débarrasser de Marc-Antoine. Il sait qu'il ne pourrait pas faire défiler un général romain captif dans les rues de Rome. La population ne l'accepterait pas. Marc-Antoine est dans son palais à Alexandrie lorsqu'il reçoit un messager envoyé par Cléopâtre, lui apprenant une nouvelle qui va bouleverser le cours de l'histoire. Donc elle fait courir ce bruit qu'elle s'est suicidée en espérant attirer Marc-Antoine dans son mausolée. Pourquoi faire? Pour se suicider ensemble? Peut-être bien. Or, il y a des détails qui lui échappent. Marc-Antoine, c'est un impulsif. Lorsqu'il apprend que Cléopâtre s'est suicidée, il va avoir un mouvement de colère, de déception, de dépression, de mélancolie terrible. Il va comprendre déjà que sa femme chérie l'a trahi. Acculé, Marc-Antoine n'a d'autre choix que de se donner la mort. Il ne faut pas oublier que dans la tête d'un Romain, le suicide est quelque chose de noble. C'est une manière de retrouver son honneur. Donc, Marc-Antoine demande de l'aide à plusieurs de ses aides de camp pour se suicider et tout le monde lui dit « Écoute, non, j'en suis pas capable ». Donc il va se suicider tout seul avec l'un de ses glaives, se l'enfoncer dans le corps. Or, il se blesse grièvement, mais ne parvient pas à se tuer. Marc-Antoine tombe à terre. Désespérée, la reine se retrouve enfermée dans son mausolée. Elle n'a alors qu'une ultime option, se suicider. Les historiens romains livrent plusieurs versions de son suicide. En comparant toutes ces sources, on arrive à les croiser et à voir là où ils se recoupent, là où ils sont d'accord et qu'est-ce qui est vraisemblable. Le travail d'un historien dans ce genre de situation, c'est le même travail que celui d'un enquêteur sur une affaire criminelle. Selon une première lecture, elle se serait empoisonnée. Alors d'où vient ce poison? Plusieurs hypothèses. Soit au moment où elle a mis son trésor dans le mausolée, elle a ramené avec elle du poison, ce qui a priori n'est pas totalement absurde. On raconte qu'elle aurait pu mettre du poison dans des épingles à cheveux creuses. Mais il y a une deuxième hypothèse que nous racontent les historiens. Cléopâtre se fait apporter un serpent. Selon un scénario qui a été élaboré à l'avance, au signal convenu, un paysan se présente et apporte un panier de figues au fond duquel est caché un serpent. Les gardes romains demandent au paysan « Tiens, mais qu'est-ce que tu as dans ton panier ?» Le paysan, avec l'air le plus naturel du monde, leur dit « Oh, c'est des figues pour la reine. Regardez, tenez, prenez-en une d'ailleurs. » Et donc les gardes romains laissent entrer le paysan. Et là, on va avoir toute cette légende de Cléopâtre seule dans son mausolée avec ses deux servantes, prenant le serpent, jouant avec jusqu'à ce que l'animal la morde à la poitrine et la tue. Les deux suivantes, Iras et Carmion, qui sont là dans la pièce avec Cléopâtre, sont également mordues par le serpent. Alors est-ce possible que Cléopâtre se soit fait mordre par un serpent? Cette hypothèse est-elle crédible? Plusieurs arguments plaident en faveur de la morsure de serpent. En effet, le reptile a une signification particulière dans l'Égypte antique. Ils reflètent le pouvoir royal, mais aussi sa nature divine. Ils sont connectés à l'autre monde, dans lequel les serpents sont des éléments importants, puisqu'ils accompagnent les anciens Égyptiens dans l'au-delà. Donc les serpents sont des symboles populaires du pouvoir divin, de l'éternité et de la protection, autant de choses que Cléopâtre aurait voulu pour son passage dans l'au-delà. D'autant plus que ce reptile est le symbole de la royauté égyptienne.
Il reflète la lignée royale à laquelle elle appartient. Depuis le début de l'histoire pharaonique, les serpents, en particulier les cobras, sont sur la couronne des pharaons et ils les protègent. Au mois d'août 30 avant notre ère, alors que Cléopâtre avait œuvré le plus longtemps possible pour conserver l'indépendance de son pays, disparaissait la dernière dynastie de pharaons. Avec la victoire du futur Auguste à Alexandrie le 1er août 30 avant Jésus-Christ, l'Égypte devient peu après une province romaine. Ça fait des années que les Romains en rêvaient, Octave l'a fait. La chute de l'Égypte marque aussi la naissance de l'Empire romain. Son premier empereur, Octave, qui va alors se faire appeler Auguste, est le grand vainqueur d'une des plus importantes batailles navales de l'histoire. Si Cléopâtre et Marc-Antoine avaient gagné la bataille d'Actium, ils auraient été la reine et le roi, régnant sur toute la Méditerranée. La capitale de l'Empire aurait été installée à Alexandrie. La langue principale aurait été le grec plutôt que le latin. Donc nous aurions eu une évolution très différente de l'Antiquité. Et cela aurait eu des conséquences jusqu'à nos jours dans tout le monde occidental. Et l'Europe n'aurait sans doute pas été celle que nous connaissons aujourd'hui.